Salut, je m'appelle Hilary Marlowe. Vous savez, toutes les familles ne vous mettent pas à la porte parce que vous refusez de prendre soin de leur animal de compagnie. Le mien l'a fait. La nuit, ma sœur a crié, sortez de ma vue. Je pensais que c'était le pire, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était que le début de quelque chose de plus sombre. Ils ne voulaient pas seulement que je parte, ils ont réécrit l'histoire, ont fait de moi le méchant, ont vidé tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ils ont signé des papiers dans mon dos, effacé mon nom et souri aux caméras pendant qu'ils le faisaient, et vous savez ce qui est pire, je n'arrêtais pas de me demander, jusqu'où votre propre famille peut aller avant de finalement rompre. Le domaine Marlowe sentait toujours les roses et le vieil argent. Cette nuit-là de juin 2015, on avait plutôt l'impression d'être dans une prison, les lumières des lustres trop vives, les sols en marbre trop froids, l'air trop lourd à respirer. Je me tenais au bord du grand hall, la scène de tous les dîners de famille impeccables que nous ayons jamais organisés pour le monde. Mais à huis clos, nous étions tout sauf parfaits. Astrid traversait la pièce comme si elle en était propriétaire parce que d'une certaine manière, c'était elle. Elle avait toujours été la préférée, la star, celle qui brillait sous le regard de nos parents. J'étais le défaut du cadre, celui qu'ils souhaitaient pouvoir effacer à l'aérographe. Le dîner était terminé. Nos parents avaient disparu. À l'étage, seuls Astrid et moi restions. Le silence s'étire entre nous comme quelque chose prêt à se briser. Elle croisa les bras, son sourire parfait disparut. Tu vas prendre soin de mon chat, Hilary. Ce n'est pas une demande. J'ai cligné des yeux. Tu ne peux pas être sérieux. Elle s'approcha, la voix froide, malgré l'air épais du Texas. J'ai fait une erreur et si la presse l'apprend, le chat de Monsieur Coleman est tombé malade sous ma surveillance, il sera partout demain. Donc c'est toi qui seras blâmé. Faites croire que c'est vous qui êtes responsable. J'ai secoué ma tête. Je ne te couvre pas cette fois pendant une seconde. Son visage s'est fissuré puis il s'est durci. Toi, gamin ingrat, tu penses que tu es meilleur que moi après tout. Maman et papa vous ont serré la gorge, mais j'ai tenu bon. Je ne mentirai pas pour toi. Sa voix s'éleva, aiguë et définitive, sors de ma vue. Tu ne fais plus partie de cette famille. Les mots ont frappé comme une gifle et avant que je puisse répondre, la voix de notre mère a flotté du haut de l'escalier. C'est peut-être pour le mieux. Karen dit froidement, en faisant tournoyer le vin dans son verre. Tu as toujours été un fardeau. C'est ce qui m'a vidé, non pas la cruauté d'Astrid, mais la facilité avec laquelle notre mère a accepté. Je n'ai pas dit un mot. J'ai attrapé mon vieux sac à dos, déjà à moitié rempli du peu qu'il me restait. Mon père se tenait près de la cheminée, les yeux fixés sur les flammes, sans même me regarder. J'ai attendu qu'il parle. Il ne l'a pas fait. Alors que j'atteignais la porte, Astrid m'a crié une dernière fois, « Sugar Sweet, bonne chance, chérie, le monde va te manger vivant. » Dehors, l'air de la nuit me frappa comme une gifle, chaude et lourde. J'ai marché sans me retourner, le manoir brillant derrière moi comme une mauvaise blague. Au moment où j'atteignis l'arrêt de bus du centre-ville, il était minuit passé. Je me suis assis sur un banc froid, le sac à dos aux pieds, tout s'enfonçant enfin. Je pensais que c'était le pire. J'ai eu tort. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Au début, je l'ai ignoré. Quand j'ai finalement vérifié, les gros titres étaient partout, Marlowe Iris abandonne, un animal mourant, la trahison d'une fille. Ils avaient réécrit l'histoire du jour au lendemain. La machine de relations publiques familiales l'avait parfaitement fait tourner. J'étais la fille sans cœur qui a abandonné un chat sans défense et une famille aimante, des photos de moi partout, associées à des commentaires comme « Quel monstre !» une crise typique de crise gâtée. Elle a froid. Personne n'a demandé pourquoi je suis partie. Personne ne voulait la vérité. J'ai passé la journée à errer à Dallas dans le brouillard, à observer les étrangers, les reflets dans les fenêtres des cafés, à voir le méchant qu'ils avaient fait de moi. Le soir, je me suis retrouvée sur un viaduc à regarder les feux de l'autoroute saigner dans l'horizon sombre. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que signifiait être effacé. Le ciel bougeait au-dessus de moi, les lampadaires clignotaient comme si l'univers ne pouvait pas décider s'il devait me laisser dans le noir ou me ramener à la lumière. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai chuchoté dans la nuit vide.
Ils pensent qu'ils m'ont enterré, mais ils le regretteront. Cette phrase est devenue mon armure pendant des mois. C'était la seule chose qui me tenait ensemble. Un an s'était écoulé depuis la nuit où je quittais le domaine Marlowe avec rien d'autre qu'un vieux sac à dos et mon nom. À l'été 2016, j'avais reconstitué une vie fragile dans le sud de Dallas, une chambre louée au-dessus du restaurant de Mara, des uniformes tachés de graisse et des pieds douloureux à cause des doubles quarts de travail. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Je ne leur appartenais plus. La plupart des soirs, je fermais le restaurant après minuit, essuyant les comptoirs pendant que l'enseigne au néon à l'extérieur clignotait comme si elle allait céder. Parfois, Mara laissait un mot à côté d'une part de tarte. Continue, gamin. Tu es plus dur qu'il ne le pense. J'avais besoin de ce rappel plus qu'elle ne le pensait. Un mardi soir, alors que le dernier client sortait d'un pas traînant, Mara m'a tendu une enveloppe, un truc officiel qui te cherche, dit-elle avec désinvolture. Du tribunal. Mon estomac s'est effondré. La seconde où je l'ai vu, de couleur crème, estampillé du sceau de l'État, à l'étage. Je m'assis au bord de mon lit étroit, l'enveloppe lourde dans les mains. Quand je l'ai finalement ouvert, les mots m'ont frappé en pleine poitrine, avis de responsabilité, bien-être animal, numéro de dossier 15 à 7021. Mon nom était là, pas en tant que témoin, en tant que tutrice légale, Hilary Marlowe. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois en bas, ma signature, soi-disant la mienne, acceptant la responsabilité du chat d'Astrid lors d'une enquête ouverte, la même affaire qu'elle avait tenté de me rejeter. La nuit où ils m'ont relâché mais je n'ai jamais rien signé. 6 juin se trouvaient d'autres documents, des déclarations fabriquées de toutes pièces, de faux rapports de témoins, tout cela me transformant en méchant. J'étais assis là, tremblant, la voix de ma mère résonnant dans ma tête, tu as toujours été un fardeau. Et maintenant, ils ne se contentaient pas de m'effacer, ils me réécrivaient dans leurs mensonges. Les jours suivants passèrent dans le flou. Je me suis présentée au restaurant, j'ai souri aux clients, j'ai versé du café comme si de rien n'était, mais quelque chose en moi a craqué. Vendredi soir, Mara m'a trouvé en train de zoner à la caisse. Ça va, chérie, on dirait que tu as vu un fantôme. J'ai forcé un sourire, quelque chose comme ça. Quand je suis remontée à l'étage, une petite enveloppe était coincée sous ma porte, pas d'adresse de retour dans une note dactylographiée, restez silencieux ou tout le monde saura qui vous êtes vraiment, et une clé USB. Mon estomac s'est tordu lorsque je l'ai branché sur mon ordinateur portable. La vidéo était une séquence granuleuse et tremblante de moi ou de quelqu'un qui me ressemblait, criant après un chat, mais la voix était éteinte, les mouvements contre nature, montés, truqués. À la fin, une légende en lettres blanches et grasses, Hilary Marlowe, filmée en train de maltraiter un animal sans défense. Mon sang s'est glacé. Il n'en avait pas fini avec moi. Il construisait une histoire si pourrie, si convaincante que personne ne la remettrait jamais en question. J'ai fermé l'ordinateur portable, le cœur battant comme s'il allait se libérer de ma poitrine. Les nuits suivantes, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix d'Astrid, fausse, douce et aiguë, je voyais le regard froid de ma mère, je sentais les chaînes qu'elle ne cessait de resserrer autour de moi, même à des kilomètres de distance. Mais j'ai continué à me présenter au travail parce que les factures n'attendent pas que votre monde s'effondre. Un soir, longtemps après la fermeture, je me suis assis seul au comptoir du restaurant, les néons bourdonnant à l'extérieur, le poids de tout me pressant. J'ai sorti la lettre du tribunal et la clé USB de mon sac, les regardant comme si elles allaient prendre feu. Pendant 1 an, j'avais essayé de disparaître pour construire quelque chose par moi-même, mais il ne me laissait pas faire. J'ai appuyé mon front contre la table fraîche, les larmes tremblantes menaçant, mais je ne les ai pas laissées tomber. Au lieu de cela, j'ai murmuré dans le restaurant vide, d'une voix aiguë comme l'acier, vous voulez la guerre. Vous l'aurez. Cette nuit-là, après avoir chuchoté ces mots dans le restaurant vide, j'ai monté les escaliers, me suis glissé dans mon lit étroit et j'ai regardé le plafond jusqu'au matin. Je n'avais aucun plan, aucun pouvoir, juste une fragile étincelle de défi qui brûlait dans ma poitrine. Les mois qui suivirent ne furent pas jolis. Ils étaient la survie. J'ai gardé la tête baissée, j'ai travaillé en double et j'ai rassemblé suffisamment de ressources pour m'inscrire à des cours du soir. Je n'ai pas eu le luxe de m'effondrer. S'ils voulaient me briser, j'étais déterminée à me rendre incassable.
Au printemps 2017, ma vie semblait presque normale de l'extérieur. J'ai obtenu mon GED, j'ai économisé chaque dollar disponible et finalement, j'ai signé un bail pour un petit magasin sur Poké Street, un magasin de soins pour animaux de compagnie. C'est assez ironique après la façon dont ils avaient utilisé un chat malade comme une arme pour me ruiner. Le jour, je remplissais les étagères et j'appelais les clients. Le soir, j'étais assis dans la banquette arrière du restaurant de Mara, feuilletant des manuels de commerce et de droit des contrats. Petit à petit, j'ai construit quelque chose qui m'appartenait, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone vienne tout briser. C'était un jeudi soir de la fin mai. Je venais de fermer la boutique et j'étais sur le point de rentrer à mon appartement lorsque mon téléphone a sonné, numéro inconnu. Je l'ai presque ignoré, mais mon instinct m'a fait répondre. Mademoiselle Marlowe, une voix nette et inconnue. C'est James en lait. Je représente votre famille. Mon ventre se serra. J'ai une mauvaise nouvelle. Continua-t-il doucement. Votre mère est gravement malade. Elle a demandé à vous voir. Je n'ai pas répondu. Les mots semblaient écrits comme tous les mensonges que j'avais entendus en grandissant. Elle est dans un état critique. Il a ajouté que cela signifierait tout pour elle si vous lui rendiez visite. Contre mon meilleur jugement, j'ai dit oui, peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'elle avait un cœur enfoui sous la glace. Le lendemain soir, je me retrouvais devant les imposants murs blancs du domaine Marlowe. Tout se ressemblait, les sols cirés, la perfection stérile. Mais je n'étais pas la même fille qui était partie il y a 2 ans. La gouvernante m'a conduit à l'étage en silence. Ma mère était allongée dans son lit, entourée de fils et de moniteurs pâles et fins. Regarde qui est finalement arrivé. Râla-t-elle, sa voix cassante mais aiguë. Elle a tendu la main. Sa peau est froide, Hilary. J'ai fait des erreurs, mais tu es toujours ma fille. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle parlait de regret, de vouloir arranger les choses. Je voulais la croire. Lorsqu'elle a fait glisser vers moi une pile de documents, juste une routine au cas où quelque chose arriverait, j'ai hésité, mais sa main tremblait et la culpabilité l'emportait sur les soupçons. J'ai signé. Les semaines passèrent, elle se rétablit rapidement, presque miraculeusement. En été, les machines disparaissaient, sa couleur revenait et l'inquiétude dans sa voix s'est estompée comme si elle n'avait jamais existé. Puis vint la lettre d'avis de transfert d'actifs, ma signature en bas. Selon les documents, j'avais volontairement cédé le seul héritage que j'avais discrètement conservé dans le fonds en fiducie de ma grand-mère. Il appartenait désormais à Karen Marlowe à des fins de gestion. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Elle n'était pas en train de mourir. Elle ne l'a jamais été. J'avais encore été jouée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Quelques jours plus tard, Mara est entrée dans ma boutique après la fermeture, une enveloppe à la main et quelque chose de lourd dans les yeux. Vous devriez voir ceci, dit-elle doucement, dans une mise en demeure du Conseil des bourses de Dallas, bourse retirée en raison d'une perte de financement. Ce n'était pas à moi qu'il était adressé, c'était à Leia, la fille de Mara, la fille qui avait travaillé à mes côtés au restaurant, qui m'appelait sa grande sœur, qui rêvait de devenir vétérinaire. Le donateur qui a retiré le financement, Garrett Marlowe. J'ai senti le sol s'incliner sous moi. Il n'était pas seulement venu pour moi maintenant. Il faisait du mal aux gens qui me soutenaient. Cette nuit-là, je me suis assis à l'extérieur du restaurant, regardant le ciel sombre, tandis que Mara était assise à côté de moi en silence. Elle n'a pas posé de questions, elle n'en avait pas besoin. Après une longue période de silence, j'ai finalement parlé. Ils peuvent tout démolir autour de moi, mais je ne les laisserai jamais me briser. Ce soir-là, devant le restaurant de Mara, je me suis fait une promesse. Je le gardais près de ma poitrine comme une arme secrète, quelque chose que je me murmurais chaque fois que le poids du passé menaçait de m'écraser. 2 ans ont passé, Dallas a changé, mais le fantôme de l'ombre de ma famille ne m'a jamais vraiment quitté. En 2019, j'avais fait ce qu'il disait que je ne pourrais jamais. Je ne faisais plus que survivre. Je construisais quelque chose à moi. Safpo était passé d'une vitrine poussiéreuse à une marque reconnaissable. Nous venions de signer notre premier accord national avec Petard, l'une des plus grandes chaînes d'animalerie du Texas.
L'encre était à peine sèche lorsque je me suis retrouvé assis dans une salle de réunion élégante au 20e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville, entouré de costumes et de sourires. Cet après-midi-là, nous avons finalisé les termes. Mon avocat m'a serré la main. L'équipe marketing m'a félicité. Tu l'as fait, Hilary, ont-ils dit. Tu es la vraie affaire. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis d'y croire. Après la réunion, je suis sorti dans la fraîcheur de l'automne, un téléphone aérien bourdonnant dans mon sac. J'ai pensé que c'était probablement Mara ou l'un des membres du personnel qui s'enregistrait. Quand je l'ai finalement retiré, je me suis figé, 34 appels manqués, des dizaines de SMS et une série de notifications d'actualité éclairant mon écran. Astrid Marlowe fait une révélation familiale choquante à la télévision nationale. Marlowe accuse une étrange sœur de cruauté envers les animaux, Hilary Marlowe, la sœur qui a tout abandonné. Mon estomac s'est effondré. J'ai débloqué l'un des liens vidéo. Elle était là, Astrid, assise en face d'un animateur de talk-show matinal, parfaitement stylé, souriant gentiment comme si elle n'avait pas aiguisé des couteaux derrière ce sourire depuis des années. Certaines personnes prétendent se soucier des animaux, dit-elle, la voix débordante de cette fausse innocence caractéristique. Mais je n'arrive même pas à vivre ensemble. Ma famille a tout essayé pour l'aider, mais certaines personnes veulent juste voir le monde brûler. Le public a ri poliment. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer alors que les réseaux sociaux explosaient de commentaires, de retweets, de hashtags, de gens disséquant mon nom, ma vie, mon passé. Des photos de moi d'il y a des années ont refait surface, les pires, celles que l'équipe de relations publiques de ma mère a toujours gardées en attente. Au moment où je suis revenu au bureau de Safepo, ma boîte de réception était inondée. En haut de la pile, j'attendais un email du siège social de Paymart. J'ai cliqué, mon pouce emballant en raison d'inquiétudes imprévues du public concernant l'histoire personnelle de Madame Hilary Marlowe. Nous avons le regret de vous informer que notre partenariat est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Mal compris, mais les mots n'ont pas tout changé. J'avais travaillé pendant des années à broyer, à saigner chaque centimètre en avant, brisé en quelques minutes parce que ma sœur savait tirer les ficelles et sourire devant la caméra. Ce soir-là, je m'asseyais dans un coin de mon appartement, la télé étant en sourdine, repassant l'interview d'Astrid comme un cauchemar en boucle. Je pouvais encore entendre sa voix. Ma sœur a choisi de s'éloigner. Elle ne s'est jamais souciée de la famille. J'avais envie de crier pour lancer quelque chose pour disparaître. Au lieu de cela, je restais assis là, figé, regardant les gros titres défiler sur l'écran, sentant les murs se refermer. Ils avaient traîné mon nom dans la boue pour la dernière fois. Cette nuit-là, ces mots résonnaient en boucle dans ma tête comme un tambour de guerre. Je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas au lieu de cela, je suis resté assis à la table de ma cuisine jusqu'à l'aube, regardant le contrat vide de Paymart et les gros titres éclairant toujours mon téléphone. Les mois suivants n'ont pas été faciles. Nettoyer les dégâts causés par Astrid a pris tout ce qu'il me restait. J'ai passé des jours en réunion de crise avec mes collaborateurs, leur assurant que nous n'allions pas sombrer. Les nuits ont été remplies d'appels pour limiter les dégâts, de déclarations de relations publiques et de mails d'excuses sans fin adressés à des clients qui hésitaient désormais à s'associer à mon nom. Mais lentement, pièce par pièce, j'ai reconstruit le coffre-fort. La pâte était bosselée, mais elle respirait toujours. Moi aussi en janvier 2020. Je pensais que peut-être, juste peut-être, le pire était derrière moi. Cette illusion s'est brisée un mardi par ailleurs ordinaire. C'était la fin de l'après-midi quand on frappa. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les rapports d'inventaire, le léger bourdonnement de la circulation à l'extérieur se mêlant au faible bavardage de mes employés dans la pièce voisine. Lorsque j'ai ouvert la porte, un homme en costume gris m'a tendu une épaisse enveloppe, a hoché la tête poliment et s'est éloigné sans un mot. Mon cœur se serra avant même d'avoir regardé à l'intérieur des documents juridiques, le nom de famille Marlowe étant tamponné en haut. Je me laissai tomber sur ma chaise, le poids de l'enveloppe pesant sur mes genoux. Le procès était clair, diffamation, mensonge, détresse émotionnelle. Ils me poursuivaient en justice, mes propres parents, Astrid, pour des millions de dollars. Leurs affirmations selon lesquelles j'avais sciemment diffusé de fausses histoires destinées à nuire à l'image publique de la famille Marlowe,
selon lesquels j'avais fabriqué des scandales et utilisé des affaires familiales privées comme une arme à des fins personnelles. J'ai lu les accusations 3 fois avant même de pouvoir les traiter. Ce n'était pas simplement une autre campagne de diffamation. Ils voulaient me détruire légalement, financièrement, définitivement. Mon téléphone a sonné sur mon bureau. Le nom de Mara a clignoté sur l'écran. Je ne pouvais pas répondre, pas encore. J'ai passé le reste de la journée enfermé dans mon bureau. Le procès s'est répandu sur mon bureau comme une condamnation à mort. Chaque ligne ressemblait à un couteau, chaque accusation était conçue pour me faire me sentir petit, coupable, sans valeur. Le soir, je me suis forcé à partir. Le bureau était alors vide, le personnel rentrait chez lui sans se rendre compte de la tempête sur le point de frapper. En sortant, j'ai jeté un coup d'œil au calendrier accroché au mur, 1er février, exactement 1 an depuis le coup télévisé d'Astrid. C'était comme si l'univers se moquait de moi. Ce week-end-là, j'ai accepté d'assister à une collecte de fonds caritative à laquelle Mara m'avait invité il y a des mois. Je ne voulais pas y aller, mais j'avais besoin d'une pause, même si cela impliquait de faire comme si ma vie ne s'effondrait pas pendant quelques heures. La salle de bal était remplie de robes scintillantes et de costumes. Repassés partout. J'ai à peine survécu à des bavardages et à des sourires forcés quand j'ai entendu une voix derrière moi. Eh bien, si ce n'est pas le fantôme de la famille. Je suis devenue Dorian, l'amie d'enfance d'Astrid, l'une des rares personnes à m'avoir jamais regardée comme si j'étais humaine. À l'époque, il avait l'air maladroit, son verre à la main, déplaçant son poids comme s'il voulait être n'importe où sauf ici. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Faites-moi confiance, répondis-je catégoriquement. Moi non plus. Nous avons échangé des bavardages, des plaisanteries superficielles, jusqu'à ce qu'à mi-chemin de son 2e verre, il se penche et marmonne. Tu sais, je ne devrais probablement pas dire ça, mais à Noël dernier, ton père se déchaînait à propos des comptes offshore, a dit quelque chose sur la nécessité de nettoyer avant que l'IRS ne devienne curieux. J'ai cligné des yeux. Il n'arrêtait pas de parler à voix basse. Je n'ai pas compris grand-chose, juste que ta mère faisait des dons via une association caritative qui n'existe pas, quelque chose à propos des comptes Caïmans, je pense. Il rit maladroitement. Drame typique de Marlowe, c'est vrai, mon cœur battait à tout rompre sous mon expression calme. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'étais assis à mon bureau, me regardant toujours comme une arme chargée. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Dans ma boîte de réception, un message de Dorian, et, je ne sais pas si c'est important, mais j'ai trouvé le nom de cette société offshore. Fais-moi savoir si tu le veux. J'ai regardé l'écran, un sourire lent et froid se dessinant sur mon visage. Ils pensent qu'ils peuvent me poursuivre en justice pour me faire taire. Ils sont sur le point de découvrir qui je suis devenue. Cette pensée a brûlé en moi pendant des semaines après l'arrivée du courrier électronique de Dorian dans ma boîte de réception, une petite braise. Je me suis attisée sur quelque chose de pointu et de dangereux. Il ne s'agissait plus seulement d'effacer mon nom. Il s'agissait de mettre fin au jeu auquel il jouait avec moi depuis le jour où il m'avait expulsé. À l'automne 2020, j'avais récupéré Safpo du bord. Ce n'était pas facile. J'ai perdu des clients, des employés et même des amis qui avaient discrètement pris leur distance lorsque les procès ont fait la une des journaux. Mais l'entreprise a survécu, et moi aussi presque toutes les nuits. Maintenant, je travaillais tard dans le cabinet d'avocats de Quentin, niché dans le centre-ville de Dallas, entouré de piles de dossiers et de feuilles de calcul, au lieu de nourriture pour animaux et de commandes de clients. Quentin, mon avocat, l'une des rares personnes à ne pas m'avoir abandonné lorsque les gros titres devenaient laids, était assis en face de moi, les lunettes basses sur le nez, parcourant une feuille de calcul comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Tu es sûr de vouloir suivre cette voie ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « J'ai passé des années à les laisser tirer les ficelles, dis-je doucement. Ça se termine maintenant. » Il fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents auxquels Dorian avait fait référence, ceux que Quentin avait mis des semaines à rassembler discrètement par des voies légales, dossiers fiscaux, lettres de dons par virement bancaire qui acheminaient l'argent via de fausses organisations caritatives directement vers des comptes offshore aux Caïmans. Au bas d'une page, à l'encre noire et nette,
se trouvait ma signature, soigneusement forgée à côté d'autorisations financières que je n'avais jamais vues auparavant. Ils ont utilisé votre nom dans plusieurs sociétés écrans. Quentin a dit que vous étiez co-signataire d'au moins 3 fondations caritatives qui n'existent pas. J'ai avalé difficilement, mon pouls rugissant dans mes oreilles. Ils n'avaient pas seulement volé ma réputation, ils avaient volé mon nom, mon identité, encore une fois pour blanchir de l'argent. Cela suffit à les couler. Quentin a continué la fraude fiscale, le détournement de fonds, la fraude électronique et avec le témoignage de Dorian, il n'a pas eu besoin de terminer. Je regardais les papiers, chaque ligne de chiffres et de fausses signatures, comme un clou dans le cercueil qu'il s'était construit. Les semaines passèrent pendant que nous préparions tranquillement le dossier. Je suis resté en dehors des réseaux sociaux. Je n'ai répondu aux commentaires, aux rumeurs ou aux demandes de presse qu'un jeudi matin, lorsque tout a repris. J'étais en train d'examiner les factures chez Safpo lorsque mon téléphone a sonné de manière incontrôlable, des dizaines d'appels manqués, des SMS, des emails, tous avec le même objet, briser Hilary Marlowe accusée de chantage. J'ai cliqué sur l'un des articles, le cœur serré en lisant, dans une déclaration exclusive, des sources proches de la famille Marlowe affirment que leur fille arrangée a tenté d'extorquer de l'argent en échange de garder secrètes des affaires familiales privées. La famille a le cœur brisé par ces actes et a l'intention d'entreprendre les démarches juridiques appropriées. Un clip vidéo diffusé sous le titre. L'avocat de mes parents se tenait devant le palais de justice, le visage solennel, disant « Nous avions espéré résoudre ce problème en privé. Malheureusement, Madame Marlowe ne nous a pas laissé le choix. » Mes mains tremblaient lorsque je posais le téléphone. Ils avaient divulgué le procès aux médias. Tordu, le récit m'a encore une fois dépeint comme le méchant, la fille instable désespérée d'argent. À midi, ma boîte de réception était remplie de messages haineux, de médias demandant des déclarations, de clients me demandant si j'étais impliqué dans une activité criminelle. Quentin a appelé cet après-midi-là. Tu l'as vu. Il a demandé. Ils essaient de me forcer la main. Dis-je doucement. Ils veulent que vous vous couchiez. J'ai regardé par la fenêtre du bureau, l'horizon de Dallas, nettement contrasté avec le ciel du soir. Eh bien, dis-je lentement, ils sont sur le point d'apprendre quelque chose de nouveau sur moi. Cette nuit-là, Quentin et moi étions assis l'un en face de l'autre dans son bureau, les documents et fichiers numériques répartis sur la table comme des armes, prêts au combat. Je lui ai jeté un coup d'œil, ma voix calme mais teintée d'acier. Assez de jeu, il est temps d'en finir avec ça. Ces mots furent la dernière chose que j'ai dite à Quentin avant d'entrer dans la tempête. Pendant des semaines, nous avons préparé chaque signature falsifiée, chaque email louche, chaque document qu'ils avaient enterré. Je les ai rassemblés comme des armes, brique par brique. Quentin est resté tard avec moi, nuit après nuit, resserrant tous les nœuds légaux jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul fil desserré. Puis décembre arriva. Froid et vif, et avec lui une invitation. Les fiançailles d'Astrid. C'était partout, magazines sur papier glacé, réseaux sociaux, pages mondaines, le joyau de l'image parfaite de la famille Marlowe, l'Ashbury Grand Hotel, la salle de bal la plus chère de Dallas, des centaines d'invités, des politiciens, des PDG, des noms de la haute société, la scène parfaite. Cette nuit-là, je me tenais devant l'entrée lumineuse du Grand Palais, l'air hivernal me mordant la peau. Je portais une robe simple, noire et ajustée, sans paillettes, sans diamants, un contraste délibéré avec la soie et la brillance qui m'attendaient à l'intérieur. Alors que je franchissais les portes, la salle de bal scintillait de lustres et de sourires soigneusement sélectionnés. La musique flottait sur le bourdonnement sourd de la conversation. Personne ne m'a remarqué au début, un fantôme se déplaçant à travers une mer de masques. Mais cela ne durerait pas. J'ai marché lentement devant des visages que je connaissais trop bien, devant des inconnus qui ne connaissaient que la version de moi que ma famille avait vendue aux tabloïds. Au devant de la salle, sous 1000 lumières scintillantes, Astrid se tenait vêtue d'un blanc radieux, sa fiancée souriant à ses côtés. La musique s'adoucit alors qu'elle prenait le micro. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici ce soir », commença-t-elle gentiment. « Cela signifie tout de célébrer ce prochain chapitre, entouré de famille et d'amis. » J'ai attendu que les applaudissements se calment. Puis je me suis avancée. Les têtes se tournaient, les murmures ondulaient comme une vague.
Je me suis arrêtée à quelques mètres de la scène, rencontrant le regard d'Astrid. Son sourire s'effaça. De ma pochette, j'ai sorti une enveloppe noire scellée à la cire rouge. Pardonnez l'interruption, dis-je d'une voix claire et égale, mais je pensais que la vérité méritait une place lors de la célébration de ce soir. La pièce devint silencieuse. J'ai remis l'enveloppe à Dorian, la fiancée d'Astrid, debout près du bord de la scène. L'ouvrit, il hésita, puis brisa le sceau et déplia les papiers. Ses yeux parcouraient les pages, s'élargissant à chaque ligne. Astrid se déplaça à côté de lui, la posture raide. Mesdames et messieurs, j'ai continué à l'intérieur. Cette enveloppe est la preuve qu'Astrid Marlowe n'a jamais terminé ses études de médecine, que sa carrière, ses diplômes, tout ment. Elle a construit en utilisant mon nom. Un murmure parcourut la foule. Je n'avais pas fini. De mon sac, j'ai sorti une clé USB fine. Quentin, debout près du fond, fit un petit signe de tête. Le projecteur derrière la scène s'est réveillé. Un par un, les documents sont apparus à l'écran, des signatures falsifiées, des dossiers fiscaux falsifiés, des dons caritatifs blanchis via des comptes offshore, des courriels avec mon nom attaché, m'entraînant dans leurs mensonges. Chaque diapositive fissurait le masque immaculé de la famille Marlowe, le visage de Karine vidé de ses couleurs. Gareth se tenait rigide, la mâchoire serrée. L'image finale persistait, une feuille de calcul cartographiant chaque dollar frauduleux. La pièce éclata. Les invités chuchotaient derrière leurs mains, certains regardaient ouvertement, certains se glissaient tranquillement vers les sorties. Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. 2 agents fédéraux sont entrés, suivis de 2 agents de l'IRS. Ils se sont déplacés rapidement, traversant la foule, Karen Marlowe et Gareth Marlowe. Un agent a annoncé, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent et falsification de dossiers financiers. Karen se redressa, retrouvant déjà son calme bien répété. C'est une erreur, dit-elle doucement. Nous allons clarifier cela. L'agent n'a pas bronché. Gareth n'a rien dit. Il n'a même pas levé la tête. Les menottes se refermèrent autour de leurs poignets. La foule regardait dans un silence stupéfait. Je restais immobile, le cœur battant, non pas de peur, mais de quelque chose de plus froid, la justification. Alors qu'il me dépassait, le regard de Karine rencontra le mien, vif et incrédule. Je n'ai pas détourné le regard. Je me suis dirigé vers le microphone, la salle de bal était silencieuse. Mais pour mes pas, j'ai pris une inspiration. Tu m'as effacé de cette famille, dis-je doucement, mais ce soir j'ai effacé tes mensonges. J'ai quitté la scène sans me retourner vers la porte. J'entendis la voix d'Astrid derrière moi, douce, désespérée. Attends, Hilary, s'il te plaît. J'ai regardé par-dessus mon épaule assez longtemps pour la voir s'effondrer, sa robe blanche se froissant autour d'elle comme des pétales fanés. J'ai continué à marcher. Ils pensaient m'avoir enterré, mais ce soir je les ai enterrés. Tu m'as effacé de cette famille, mais ce soir j'ai effacé tes mensonges. Cette phrase résonnait dans tous les titres de l'actualité le lendemain matin. C'était partout à la télévision, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, dans des extraits de mes parents menottés, dans des instantanés d'Astrid s'effondrant sur ce sol en marbre poli. Leur chute était le spectacle préféré de la ville et j'avais préparé le match. Pour la première fois depuis des années, le monde ne me pointait pas du doigt. Au lieu de cela, il regardait avec de grands yeux l'épave de la famille Marlowe. Mais la victoire, je l'ai vite appris, n'était pas douce. C'était creux. Les jours qui suivirent se confondirent. Des journalistes campaient devant mon appartement, des inconnus envoyaient des fleurs et des notes d'excuses. D'autres ont envoyé des messages haineux. Convaincu d'avoir détruit une bonne et respectable famille, j'ai éteint mon téléphone, fermé les rideaux, retourné travailler chez Safpo, rétablissant tranquillement l'ordre dans la seule partie de ma vie que je pouvais contrôler. Le 3e soir, j'étais assis seul dans mon salon, une tasse de thé intacte dans les mains. Quand on frappa, il était presque minuit. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Astrid debout, ou ce qu'il restait d'elle. Ses yeux étaient creux, du mascara rouge cerclé de rouge étalé sur ses joues. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, ses mains tremblant à ses côtés. « S'il te plaît » murmura-t-elle.
Je ne savais juste pas où aller. Je ne me suis pas écartée, je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle se tenait là sur le pas de la porte, dans la nuit froide, se pressant autour de nous. Je n'ai plus rien, dit-elle, la voix brisée. Ils sont partis. L'argent, le nom, tout. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle me regardait, désespérée, vaincue. Tu es ma sœur, dit-elle, la voix craquelée. S'il te plaît, Hilary, pardonne-moi, je ne voulais rien de tout ça. Je ne savais pas comment m'arrêter. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, ni de la pitié, ni de la haine, quelque chose de plus froid, de plus triste. Tu avais le choix, dis-je doucement, à chaque étape du processus. Tu avais le choix, elle secoua la tête, un sanglot s'échappant de ses lèvres. C'était eux. Elle a insisté, maman et papa. Ils m'ont fait croire que tu étais le problème, que tu étais dangereux. Je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il était trop tard. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. J'aurais pu mentir, lui dire. Je lui ai pardonné, j'ai fait comme si c'était la fin qu'elle voulait. Au lieu de cela, j'ai pris une inspiration et j'ai dit la seule vérité qui restait entre nous. Tu ne m'as pas détruit, Astrid, mais tu as essayé. Ses épaules s'effondrèrent, le poids de tout finalement l'écrasant. Elle tomba à genoux dans le couloir, sanglotant de manière incontrôlable. Je n'ai pas bougé. Finalement, Mara est apparue, son visage sinistre, Dorian traînant derrière elle. Ils restèrent en retrait, laissant Astrid s'effondrer sans interférence. Le lendemain, Mara m'a envoyé un texto. Astrid est sous surveillance psychiatrique. Elle a essayé de se faire du mal. Ils vont la garder là pour le moment. J'ai regardé le message plus longtemps que j'aurais dû. Je n'ai pas été surpris. Cette nuit-là, je me tenais près de la fenêtre de mon appartement et regardais l'horizon de Dallas s'étendre au loin, les lumières de la ville vacillant comme des souvenirs épars. J'ai pensé à quel point il aurait été facile de devenir eux, de transformer ma douleur en quelque chose de destructeur, de la laisser me pourrir de l'intérieur. Au lieu de cela, j'avais fait la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, j'avais survécu. Murmurai-je à la pièce vide, la voix ferme, malgré la douleur dans ma poitrine. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste arrêté de les laisser me détruire. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste arrêté de les laisser me détruire. Ces mots sont restés en moi longtemps après que les gros titres se soient estompés et que les caméras soient passées au scandale suivant. C'est étrange à quelle vitesse le monde bouge quand on n'est plus au centre de son spectacle. Dans les semaines qui ont suivi cette nuit au Ashbury Grand, le nom de Marlowe est devenu un récit édifiant. Les dates d'audience de Karen et Garrett étaient fixées. Les accusations portées contre eux s'accumulent comme des dominos, fraude, évasion fiscale, usurpation d'identité. La presse faisait le point tous les matins, mais l'après-midi, la ville avait tourné son attention ailleurs, et moi, je ramassais tranquillement les morceaux de la vie qu'ils n'avaient pas réussi à briser. Mara a recommencé à s'arrêter au restaurant, apportant parfois du café, parfois juste elle-même. Un matin de janvier gris, je me suis assis en face d'elle à notre stand habituel, le bourdonnement de la conversation autour de nous, réconfortant dans son ordinaire. Vous savez, dit-elle, remuant du sucre dans son café, vous auriez pu tout brûler, mais vous ne l'avez pas fait. Je lui ai fait un sourire fatigué. Peut-être que je l'ai fait, mais pas comme il s'y attendait. Elle atteignit la table, ses doigts enroulant doucement le mien. Vous l'avez fait, Hilary. C'est ce qui compte. Ce n'est que lorsque je suis rentrée à la maison ce soir-là, mon appartement inhabituellement calme, que je laisse ces mots s'enfoncer. Je ne survivais plus. Je respirais finalement, sans le poids de leurs ombres appuyant sur ma poitrine. Quelques jours plus tard, mon téléphone a bourdonné d'un message de Dorian, vous avez fait ce que personne d'autre ne pouvait vous remercier. Court, assez simple. Le domaine Marlowe avait été vendu aux enchères, le manoir dépouillé à nu comme une ruine oubliée. Je ne m'étais pas approché de ce matin-là quand je me suis retrouvée à passer devant les portes de fer, maintenant rouillées, les haies envahissaient. Je m'arrête, assis en silence alors que je regardais ce qui était auparavant ma maison d'enfance. Les fenêtres étaient sombres, l'allée vide. Cela ne ressemblait pas à une vengeance. C'était comme une libération.
Plus tard dans la semaine, je suis entré dans la nouvelle vitrine de Safpao sur Maple Avenue. Nous avions finalement rouvert, plus petit mais plus solide. Pas de flash, pas de gros titres, juste le travail que j'avais construit de mes propres mains, brique by brique. Quentin m'a rencontré là-bas avec un dossier. Vous êtes officiellement libre, a-t-il dit, me remettant les papiers. Tout est effacé. Vous êtes propriétaire de cette entreprise. Pas de poursuite, pas de maigre. J'ai pris les documents, passant mes doigts sur le sceau en relief en bas pour la première fois. J'ai dit tranquillement, je ne survis pas, je vis. Il me sourit, ce rare et véritable sourire. Vous l'avez gagné. Alors que l'après-midi légeait à travers le trottoir, je me tenais à l'extérieur de la vitrine en regardant les clients aller et venir. La vie n'était pas parfaite. Les cicatrices n'avaient pas disparu, Astrid est restée sous soins psychiatriques, les essais de nos parents étaient toujours en attente. Certaines personnes chuchotaient encore quand ils ont entendu mon nom, mais rien ne me possédait plus. Je suis retourné à l'intérieur, la cloche au-dessus de la porte en sortant doucement et je l'ai fermée derrière moi. Avec le recul, j'ai réalisé maintenant que ce n'était pas une histoire sur la vengeance. Il s'agissait de survie, de récupérer les parties de moi-même que ma propre famille a essayé d'effacer. Si vous avez déjà eu l'impression que vous n'étiez pas suffisant, si vous avez déjà été dit que vous êtes trop brisé, trop désordonné, laissez-moi vous rappeler que vous n'avez besoin de la permission de quelqu'un pour vivre votre vérité. J'ai passé des années à essayer de prouver ma valeur envers les gens qui ne le verraient jamais, et au moment où j'ai cessé de me battre pour leur approbation, j'ai finalement commencé à me battre pour moi-même. La famille peut vous aimer, mais ils peuvent aussi vous mentir. Ils peuvent vous élever ou vous démolir, mais en fin de compte, ce n'est pas leur version de vous qui compte, c'est ce que vous choisissez de devenir. Voici donc ma question pour vous, avez-vous déjà dû vous éloigner des gens que vous pensiez ne vous blesseraient jamais? Si oui, comment avez-vous retrouvé votre chemin vers vous? Dites-moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Et si cette vidéo vous a touché, si cela vous faisait réfléchir à votre propre famille, vos propres cicatrices, déposez un numéro 1 dans les commentaires. Faites-moi savoir d'où vous regardez. Ou si cette vidéo vous mettait mal à l'aise, si vous ne l'aimiez pas, dites-moi pourquoi. Parlons-en. Ce canal est un endroit pour de vraies histoires, de vraies émotions et de vraies conversations. Et, si vous croyez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, n'oubliez pas de frapper ce bouton d'abonnement.